Donc, bonjour à tous et toutes, bienvenue à nos conférences mensuelles du Réseau québécois de soins palliatifs et de fin de vie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Chantal Simard, qui est membre de notre réseau depuis de nombreuses années, depuis le début en fait. Donc, elle va nous entretenir là, d'un programme d'intervention clinique en sciences infirmières. Et sur ce, j'en dis pas plus, je lui cède la parole. Merci François. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous partager, comme le disait François, les résultats, surtout les grands constats issus de mes études doctorales, de ma démarche doctorale. Je tiens d'abord à remercier le RQSPAL pour cette belle opportunité, cette belle invitation-là, particulièrement François et Alex, mais également et surtout les familles qui ont participé, les infirmières qui ont participé à cette étude-là, qui a été une expérience fort enrichissante, autant sur le plan de la recherche que sur le plan humain pour moi. Et évidemment, c'est un projet doctoral, donc j'ai eu le bonheur de collaborer, de travailler avec Laurence Guillaumy et Mireille Lavoie, deux professeurs-chercheurs en sciences infirmières à l'Université Laval. Donc, en effet, ce projet est né, je vous dirais, d'une préoccupation que j'avais quand j'étais jeune infirmière. J'ai travaillé au CHUL et à l'hôpital Sainte-Justine en pédiatrie et puis j'étais préoccupée par ce que les familles vivaient lorsque je les avais sous mes soins et qu'elles venaient de l'extérieur. Alors maintenant, j'habite la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et je côtoie ces familles-là et j'ai la chance de les côtoyer dans le cadre de ce projet-là, puis un autre projet de recherche. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de mieux comprendre ce que ces familles-là vivent et améliorer le soutien, les soins qu'on peut leur dispenser. Donc, j'ai procédé au développement d'un programme d'intervention clinique en sciences infirmières pour favoriser le renforcement de leur processus de résilience du fait qu'ils habitent loin des centres spécialisés. Donc, aujourd'hui, je vous présente les constats de cette étude. Donc, le plan, c'est un plan scientifique habituel allant de la problématique, puis on va aller vers justement la présentation des résultats et surtout des constats. Je tiens à dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer dans le cadre de cette présentation. Donc, au niveau de la problématique, alors, plusieurs d'entre vous le savent peut-être déjà, mais le cancer, c'est la maladie potentiellement mortelle la plus fréquente chez les enfants au Canada. On dit qu'environ 910 enfants et adolescents de moins de 14 ans vont recevoir ce diagnostic-là annuellement. Et malheureusement, 170 d'entre eux en mourront. On dit qu'il constitue une expérience familiale traumatique, puis en plus qu'elle est accentuée significativement quand l'enfant est hospitalisé à plusieurs kilomètres de sa localité. Alors, il y a des auteurs qui disent que les impacts engendrés nuisent à la résilience de ces familles si elles disposent, puis qu'elles sont davantage exposées à des effets négatifs si elles disposent de peu de ressources favorisant justement leur résilience. Alors, la problématique, bien, je viens de vous dire que c'est quand même le cancer pédiatrique, vous le savez tous, c'est une épreuve familiale difficile. Et quand les soins et services sont majoritairement dispensés dans des centres hospitaliers spécialisés en oncologie pédiatrique, et l'éloignement de ces centres-là pour plusieurs familles fait en sorte qu'elles ont des difficultés d'accès à des soins, des services, des ressources spécialisées en oncologie pédiatrique. Ça fait aussi qu'elles ont des absences prolongées de leur chez eux, si je peux dire ça comme ça. Et ça entraîne des modifications de liens, de rôles, de responsabilités au niveau familial. Et ça vient perturber les activités de la vie quotidienne et domestique, évidemment, ainsi que les finances chez ces familles-là. Alors, on se rend compte que ça amène une vulnérabilité familiale et que ça peut nuire à leur bien-être et à leur qualité de vie. Depuis 2015, je vous dirais qu'il y a l'émergence de nombreux standards de soins psychosociaux en oncologie pédiatrique et même spirituels. Et ça sonne l'alarme. Ce que ça dit, ces nouveaux standards-là, c'est que ça demande justement qu'à l'égard de cette vulnérabilité-là, on ait une approche holistique qui tienne compte, oui, de la maladie de l'enfant, mais aussi des contre-coups chez les membres de la famille, puis d'où l'importance d'initier des interventions cliniques précocement. D'où l'idée, dans le cadre de cette thèse-là,
de développer un programme d'intervention clinique en sciences infirmières axé sur le processus de résilience de ces familles. Donc, les objectifs de l'étude, alors c'était vraiment, comme je le dis, là, de développer, je ne vais pas le répéter, là, mais les objectifs spécifiques, c'était vraiment d'explorer dans un premier temps qu'est-ce qui rend vulnérables ces familles-là, mais qu'est-ce qui les aide aussi. Donc, les facteurs de risque et de protection associés au processus à leur processus de résilience. Puis, par la suite, quand on comprend mieux ce qu'elles vivent, ben, de développer justement ce fameux programme d'intervention clinique en sciences infirmières, en vue éventuellement de l'implanter et de l'évaluer. La thèse a permis de mettre en lumière ces deux objectifs-là, c'est-à-dire de mettre en lumière l'expérience vécue, mais puis de le développer, ce programme, mais évidemment, l'évaluation va aller plus loin, va avoir cours l'implantation et l'évaluation dans le cadre d'un autre projet. Quand on fait de la recherche, évidemment, c'est important de bien décrire les concepts qui sont concernés par notre étude. Alors, la famille, dans le cadre de cette étude, elle est non strictement liée aux liens sanguins de mariage ou d'adoption, mais elle est associée aux personnes significatives qui gravitent autour de l'enfant malade. Donc, elle est définie par les membres qui la composent. Ce que j'ai fait pour recruter les familles, dans le fond, je vais en parler plus loin, mais pour vous donner un aperçu de comment on a perçu, on a défini la famille, ben, j'ai approché des parents en disant qui sont les membres de votre famille, ne tenez pas compte des liens sanguins, puis c'est ces personnes-là que vous allez inviter. Fait que vous allez voir que ça a donné lieu à une participation fort intéressante au niveau de la diversité des liens avec la famille. Donc, j'ai dit qu'on parlerait aussi, que ça concernait le processus de résilience. Alors, la résilience familiale, c'est vraiment, je vous dirais que la résilience tout court, c'est un concept qui est abondamment utilisé par les temps qui courent, mais qui n'est pas toujours utilisé, je dirais, à sa juste valeur. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire de trait de caractère, hein, comme on pourrait le prétendre. C'est vraiment plus un processus qui est dynamique, qui est évolutif au fur et à mesure des événements de la vie, des familles, des personnes. C'est universel, c'est comme l'amour, c'est comme l'amitié, c'est accessible à tout groupe ou à toute personne. Et pour parler justement de résilience, il faut que ça fasse suite à un événement traumatique. Sinon, on va parler d'adaptation, adaptation positive, mais pour parler de résilience, il faut que ça fasse suite à un événement traumatique. Qu'est-ce que ça exige, le processus de résilience? La mobilisation de force, d'habilité, de compétences, de ressources et surtout, la capacité à donner un sens à ce qui nous arrive pour être capable d'aller de l'avant. Parce que les êtres humains, on est des êtres de sens, on agit toujours parce que ça fait sens. Quand ça ne fait pas sens, bien, on est comme un peu paralysé. Donc, il faut arriver à donner un sens. Moi, je trouvais ça gros quand j'ai commencé à étudier la résilience, j'ai lu ça sur ce concept-là, je me disais comment arriver à donner un sens au cancer pédiatrique. Fait que jusqu'au jour où j'ai eu le privilège de rencontrer un papa dans le cadre de cette étude qui m'a dit qu'il venait de perdre son enfant des suites du cancer. Et puis, je lui dis, qu'est-ce que ça vous fait si je vous dis qu'un jour, vous allez arriver à donner un sens à la mort de votre enfant? Et il m'a aidé vraiment à comprendre parce qu'il m'a regardé et il m'a dit, c'est sûr que j'arriverai jamais à donner un sens à sa mort, mais je vais arriver à donner un sens à sa vie. Donc, donner un sens à travers les épreuves, c'est donner un sens à ce qui fait encore sens et non pas d'essayer de donner du sens à ce qui n'aura jamais de sens. Donc, moi, ça m'a aidé à comprendre dans ce concept-là. C'est pour ça que je vous le cite en exemple. Ça nécessite aussi de croître, de grandir à travers l'épreuve sans pour autant, vers un niveau de bien-être et de qualité de vie optimale, sans pour autant signifier un retour à la situation précédente. La vie ne sera plus jamais la même suite au cancer pédiatrique, mais ce qui est beau avec ce processus-là, c'est qu'elle pourra être encore belle. Donc, c'est un processus qui est influencé par l'équilibre entre les impacts du cancer pédiatrique et de l'éloignement, donc les facteurs de risque, et les facteurs de protection ou les forces que ça prend pour justement sortir de cette vulnérabilité qui est engendrée par cette situation difficile. Donc, dans le cadre de cette étude, les facteurs de protection familiaux, c'est vraiment les forces, les compétences, les ressources qui sont mises à la disposition de la famille.
Et les facteurs de risque, c'est vraiment toutes les conditions, les impacts qui peuvent compromettre le bien-être et la qualité de vie familiale. Il y a aussi, évidemment, je me suis posé la question, puis je le mets ici aussi, là, parce qu'on a déjà eu une présentation sur ça ici, là, au RQS-PAL, sur la notion de ruralité. Et dans le cadre de cette thèse-là, j'ai réalisé qu'il n'y a pas de consensus sur la définition de la ruralité. Mais dans le cadre de cette étude-là, ça correspondait davantage aux défis associés à l'éloignement, c'est-à-dire la disponibilité limitée de services du fait qu'on reste loin des centres spécialisés, l'éloignement des centres urbains, la petitesse des populations, puis la disposition d'infrastructures finalement plus minimales comparativement aux centres spécialisés, plutôt qu'à une densité populationnelle à laquelle elle est fréquemment associée, la ruralité. Alors, dans le cadre de cette thèse-là, on a décidé de plutôt parler d'éloignement du centre spécialisé comme critère. Aussi, ben, pour soutenir cette démarche doctorale-là, cette étude doctorale, il y a 2 cadres qui ont été adoptés, 2 cadres théoriques. Donc, l'approche de soins fondée sur les forces de Laurie Gottlieb et la théorie du renforcement de la résilience de Froma Walsh. Alors, l'approche de soins fondée sur les forces, c'est une approche de soins en sciences infirmières de l'Université McGill qui repose sur des valeurs qui permettent, ces valeurs-là, je vais les reprendre, mais finalement d'avoir une approche centrée sur la famille, centrée sur l'enfant, la famille, qui permet aussi, à travers ces valeurs-là, que je vais reprendre, de leur donner du pouvoir d'agir sur la situation et de promouvoir leur santé, leur bien-être, leur qualité de vie, à travers vraiment un étroit partenariat de collaboration. Donc, on travaille ensemble, les infirmières et la famille, pour essayer de favoriser leur rétablissement. Donc, les valeurs de cette approche-là, je vais essayer d'y aller rondement, mais dans le fond, ce que ça dit, santé, guérison, ça veut juste dire que la maladie, ça cohabite avec la santé. On n'est jamais 100% malade. Il y a autant de façons de vivre le cancer pédiatrique qu'il y a ici dans l'unicité, qu'il y a de familles. Donc, c'est important de toujours bien essayer de comprendre comment le cancer pédiatrique est vécu chez cette famille-là. Et donc, d'avoir une approche qui est globale, donc qui n'est pas fragmentaire, qui voit l'enfant, la famille, oui, l'aspect de la maladie, mais aussi tous les contre-coups biopsychosociaux et spirituels. Il y a tout aussi la prise en compte de l'autodétermination des gens, c'est de voir qu'ils sont capables de prendre les bonnes décisions pour leur santé. Il suffit juste, dans le fond, de les accompagner puis d'être avec eux dans ces prises de décision-là, de leur fournir les bonnes informations. On parle ici aussi du sens qu'il faut que les gens arrivent à donner à leur épreuve et aussi de l'influence de l'environnement. Hein? Évidemment, chaque famille est unique aussi parce qu'elle ne dispose pas elle n'évolue pas dans le même environnement que sa voisine, si je pourrais dire. Donc, il y a toute l'approche écologique, l'influence de l'environnement. Et bon, j'ai parlé du partenariat de collaboration. Donc, Gottlieb, avec son approche théorique, c'est rien de nouveau, ces valeurs, ces principes-là. Ce qui est nouveau par rapport à cette approche-là, c'est qu'elle le fait en travaillant à partir des forces, des facteurs de protection des familles, des personnes et des familles. La seule affaire, c'est que quand on parle avec cette approche théorique-là des forces, il n'y a pas une énumération exhaustive de c'est quoi le coffre à outils que ça prend pour surmonter les épreuves. Donc, j'ai été chercher la théorie du renforcement de la résilience de Walsh qui dit que quand une famille est éprouvée, il y a 3 domaines de son fonctionnement qui vont l'aider à surmonter les épreuves, les traumas. Et c'est comme un peu, je dirais, le coffre à outils. Plus on a d'outils, plus on est capable de surmonter, puis personne n'a le même coffre. Par contre, ça, c'est tous les outils qu'elle met à la disposition, qu'elle dit que la famille a à sa disposition. Donc, il y a tout son système de valeurs et croyances, le sens donné à l'épreuve, le fait d'avoir une attitude positive, de grandir à travers ça, c'est-à-dire d'y trouver le positif malgré tout, mais aussi toute la notion de spiritualité, comment on arrive à donner un sens et à faire preuve de spiritualité.
Il y a toutes les façons dont la famille s'organise, donc les modes d'organisation. Est-ce que c'est une famille flexible, avec une belle cohésion, une belle connectivité au sein des membres? Puis est-ce qu'elle dispose de suffisamment de ressources sociales et économiques? Donc, on dit souvent l'argent ne fait pas le bonheur, sauf que lorsque survient un trou sur le plan financier et que ça amène un stress au niveau de est-ce qu'on va payer notre hypothèque, par exemple, bien, c'est sûr que ça amène un fardeau additionnel pour ces familles-là. Il y a tout aussi la façon dont une famille va communiquer. Donc, la clarté de la communication, l'ouverture, comment on communique nos émotions aussi, puis comment on résout nos problèmes en collaboration. Donc, ça, c'est vraiment le coffre qui est proposé par Froment Roche. Donc, suite à une expérience traumatique comme le cancer pédiatrique, les ressources dont dispose habituellement la famille pour surmonter les épreuves de la vie, les facteurs de protection, ne suffiront pas temporairement ou d'une manière plus ou moins prolongée pour contrer les impacts engendrés par la situation de cancer. Ça va la rendre vulnérable et ça va nuire à son bien-être et à sa qualité. C'est ce que ces approches théoriques nous disent. Alors, ce qui est important pour l'infirmière ou pour les professionnels de la santé, ça s'applique aux autres aussi, c'est de bien identifier les facteurs de risque en cause pour essayer d'aider la famille à les réduire au maximum, mais aussi, pour sortir de cette vulnérabilité-là, bien identifier les facteurs de protection ou les forces que ça prend pour mieux les soutenir. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on s'est demandé quels sont les facteurs de risque liés à l'expérience des familles qui accompagnent un enfant atteint de cancer en contexte d'éloignement. On s'est demandé aussi, c'est quoi les forces ou les facteurs de protection qui les aident à surmonter cette expérience-là? Puis comment les infirmières du Saguenay-Lac-Saint-Jean peuvent contribuer au renforcement de ces forces-là pour vraiment aider les familles à sortir, à retrouver un niveau de bien-être et de qualité de vie optimale. Donc, évidemment, il y a une recension des écrits qui a été faite sur ce sujet. Alors, et il y a une abondante documentation scientifique qui vient attester et décrire l'expérience du cancer pédiatrique, comme quoi, en effet, c'est une expérience traumatique, etc. Mais je me suis dit, je vais aller voir ce qu'il y a maintenant, par contre, lié à l'éloignement. Et pour me rendre compte qu'à partir de ces bases de données-là et de ces mots-clés, j'ai trouvé 155 articles qui, une fois les critères d'inclusion-exclusion appliqués, a donné suite à 6 articles retenus qui étaient pertinents pour mieux comprendre ce que les familles vivent ce qui était particulier au contexte d'éloignement. Alors, peu d'études s'y sont intéressées, 6 principalement, puis quand je regarde de plus près, c'est principalement une perspective parentale. Ça veut dire que c'est les parents qui ont exprimé, qui ont été, la population étudiée. On décrit beaucoup les facteurs de risque, les impacts du cancer pédiatrique en contexte d'éloignement, mais pas du tout les facteurs de protection. Ça veut dire qu'est-ce qui les aide. Peu de facteurs de risque provenant des soins, des services et des ressources qui ont été retrouvés dans ces 6 textes-là. Puis les interventions cliniques étaient vraiment très hétéroclites. 3 l'étudient plus globalement, mais 3 s'intéressaient à un aspect plus particulier lié à l'éloignement, comme l'hébergement, les stratégies d'adaptation de bébé, puis le fardeau financier. Donc, mais en somme, ces 6 textes-là venaient appuyer que c'est une expérience qui est encore plus difficile. Donc, qu'est-ce qui est difficile? Si on prend les domaines du fonctionnement, tantôt je disais du coffre à outils de Walsh, au niveau de la communication, il y a une séparation prolongée des membres. C'est difficile de communiquer, ses émotions, entre autres. Ça amène des problèmes de communication. C'était appuyé par les 6 textes. Au niveau de l'organisation familiale, le fardeau financier était soulevé, les difficultés familiales organisationnelles, additionnelles, évidemment, la conduite dans des conditions routières difficiles, des conditions d'hébergement et d'alimentation qui n'étaient pas toujours optimales dans les centres hospitaliers spécialisés, entre autres, difficultés à des services spécialisés dans leur localité, qui reviennent à la maison, des problèmes liés aussi à la scolarisation de l'enfant malade qui était soulevé, des délais de diagnostic. Puis, au niveau des valeurs et croyances, il y avait tout aussi une responsabilité parentale accentuée à l'égard des soins et traitements de l'enfant quand ils sont, entre autres, dans leur localité.
Des doutes et craintes aussi envers les soins dispensés quand ils sont chez eux, en leur localité, ils sont loin du centre spécialisé. Et l'expérience liée à l'éloignement, c'est-à-dire l'expérience liée à l'éloignement, elle est peu prise en compte aussi, les familles disaient ça dans les CISPEX, lorsqu'ils sont hospitalisés au centre spécialisé. Donc, ça, c'est ce qu'on savait à la base. Alors maintenant, au niveau méthodologique, 2 phases à cette étude-là qui correspondent finalement aux 2 objectifs. Premier, on se souvient, on veut mieux comprendre ce qu'ils vivent au niveau des facteurs de risque, des protections. Donc ici, dans la première phase, on a utilisé une approche qualitative descriptive par l'entremise d'entrevues semi-structurées, individuelles et de groupe. Okay? Mais c'était des entrevues familiales et auprès des infirmières. On va le voir plus loin. J'ai utilisé évidemment NVivo pour effectuer l'analyse des données. J'ai tenu un journal de bord. Il y a eu une codification indépendante par 4 chercheuses. Donc, moi, comme étudiante-chercheur, mes 2 directrices et une collègue spécialisée en oncologie pédiatrique. Évidemment, bon, il y a eu l'appui de nombreux verbatims. On a eu une saturation des données à peu près après une douzaine d'entrevues. On a utilisé la méthode d'échantillonnage et non probabiliste par choix raisonné à variation maximale. Il y avait 3 groupes qui ont participé à cette étude-là, couvrant l'ensemble du territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est-à-dire autant Chicoutimi que les 3 principales villes du Lac-Saint-Jean qu'on voit ici, Alma, Dolbeau et Roberval, où il y a un suivi au niveau de ces familles et de ces enfants-là atteints de cancer. Donc, au niveau des 3 échantillons, il y a les familles A, c'est-à-dire celles qui accompagnaient actuellement un enfant atteint de cancer lors des entrevues. Les familles B, c'est celles qui avaient accompagné un enfant atteint de cancer dans le passé, et des infirmières et gestionnaires provenant de ces 4 installations-là. La deuxième phase, ça visait à développer un programme infirmier. Donc, on a utilisé le mapping d'intervention de Bartholomew, qui utilise une approche collaborative, c'est-à-dire que on a travaillé avec des membres de famille, les infirmières et les infirmières et une psychologue même, des gestionnaires, pour développer ce programme-là. Puis ça exigeait, on a passé à travers les 4 premières étapes, c'est-à-dire on a fait un modèle logique du problème vécu par ces familles-là, une cartographie. Après ça, on a fait aussi une modélisation de qu'est-ce que ça prendrait, le processus de résilience, comment on pourrait le modéliser, et bien sûr, le modèle logique du programme, puis on a détaillé aussi la structure et les composantes de ce programme. Les résultats. Donc, les résultats, évidemment, il y a autant de familles, de membres de familles qui vivaient actuellement la situation que de familles qui l'avaient vécu dans le passé, qui ont participé. Ça a donné aussi la participation de 11 infirmières et donc pour un total de 50 personnes participantes dans le cadre de 26 entrevues. Au niveau du portrait des données sociodémographiques, je pourrais peut-être juste porter à votre attention qu'il y a eu 26 femmes, 13 hommes, ce qui constitue 33% de l'échantillon étaient masculins, ce qui est quand même bien parce qu'habituellement, dans ces études en oncologie pédiatrique, on voit plutôt 25% de participation d'hommes. Ici, il y a eu 44% de l'échantillon qui étaient des parents. Puis je vous ai dit qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'études qui avaient utilisé autres membres de famille que les parents, alors que dans cette étude-ci, il y a 56% qui étaient d'autres membres de la famille que les parents. Donc, grand-oncle, grand-tante, des tantes, des oncles, des grands-parents, fratrie aussi, des membres de la fratrie, des amis de la famille. Donc, ça a été vraiment fort enrichissant. Donc, à l'issue, au niveau de la phase qualitative descriptive, ça a donné une riche et abondante description de ce qu'on souhaitait. Mais ça a permis de préciser que les facteurs de risque et de protection, ils pouvaient être présents dans différents contextes vécus par la famille, des contextes d'éloignement. Donc, parfois, c'était lorsqu'ils sont loin du centre spécialisé, donc lorsqu'ils sont chez eux. Donc, il y en avait des facteurs de risque qui étaient lors du diagnostic ou encore lors du retour à la maison. Puis, il y en avait que c'était au quotidien,
Ensuite de ça, bien, il y a un deuxième grand contexte d'éloignement qui est lorsqu'ils sont au centre spécialisé, donc loin de chez eux, ce qui amène une distance des personnes qu'elles aiment, mais aussi de leur repère et de leur milieu habituel. Donc, au niveau des facteurs de risque, lorsqu'ils sont dans leur localité, ça appuyait ce que je vous ai dit tout à l'heure dans les 6 textes, mais il y avait aussi des pertes de liens avec l'équipe de soins du centre spécialisé et des autres familles avec lesquelles elles avaient développé des liens. Il y a une perte d'expertise en oncologie pédiatrique qui a été soulevée, puis il y a une perte de sens aussi. Il y a une conduite en présence d'une surcharge émotive, pas juste en présence de conditions routières difficiles. Ça a été ajouté. Ensuite de ça, bien, lorsqu'elles sont au centre spécialisé, à Montréal ou à Québec, pour la plupart des familles du Saguenay, donc il y a des pertes aussi, mais des repères habituels. Il y a une perte de pouvoir, de l'impuissance, du dépaysement. Il y a des familles qui n'avaient jamais été à Montréal, surtout dans les grands-parents, entre autres, dans les membres de la famille élargie, donc c'est pas rien. Puis aussi une perte de sens, mais pour d'autres raisons. Puis il y a tout aussi des déchirements liés au nouveau rôle de soignants et à la perte de rôle qu'ils assumaient déjà parce qu'ils se sentent loin de leur milieu habituel. Au niveau des facteurs de protection, ça appuie les facteurs clés de la résilience. Donc, quand on parlait tantôt qu'il faut avoir une attitude positive, donc tout ce que j'ai nommé tout à l'heure, entre autres, dans les 3 domaines du fonctionnement, mais ça ajoute aussi quelque chose qui n'avait jamais été soulevé dans les écrits ni dans la théorie du renforcement de la résilience de Walsh, que le fait d'avoir été proche physiquement, quand, entre autres, toute la famille avait pu aller au centre spécialisé avec l'enfant, ou que la famille avait de la famille proche au centre spécialisé, c'était un facteur protecteur qui les avait aidés. Il y a toute la dimension spirituelle qui est vraiment une découverte pour moi comme infirmière, c'est-à-dire que les familles ont soulevé beaucoup de choses qui les avaient aidés, mais qui étaient de l'ordre de la spiritualité. Avoir foi en quelque chose, des pratiques contemplatives qui ont été soulevées, le contact avec la nature, des expressions créatives aussi, et toutes sortes d'inspirations qui ont été soulevées. Alors, ça, c'est pour la famille, mais il y a aussi un contexte d'éloignement. Lorsqu'elles sont loin du centre spécialisé, il y a aussi des facteurs de risque et de protection qui sont reliés aux services puis aux soins et aux ressources qu'ils ont dans leur localité. Donc, il y en a qui dépendent des soins infirmiers, puis il y en a qui dépendent des services. Alors, alors que lorsqu'elles sont au centre spécialisé, ce qui est soulevé, c'est que l'offre de services et de ressources spécialisées est surabondante. On me dit, on ne sait pas encore ce dont on a besoin, mais on a déjà beaucoup de membres de l'équipe multi ou interdisciplinaire qui viennent nous rencontrer en très peu de temps dès notre arrivée au centre spécialisé. Alors que une fois qu'on s'est habitué une fois qu'on s'est adapté, on comprend mieux ce qui nous attend, c'est là que surgissent les besoins. Et là, ils retournent dans leur localité, puis il y a difficulté d'accès, les démarches sont beaucoup plus difficiles. Puis, ce qui est soulevé comme difficile au niveau des soins, c'est la communication entre les centres hospitaliers, le manque d'uniformité aussi dans les soins, l'approche qui est surtout centrée sur l'enfant, la non-reconnaissance de l'expertise parentale a été soulevée. Les besoins de formation en oncologie pédiatrique ont été soulevés. Puis, aussi l'instabilité du personnel attitré à ces familles-là. Au niveau de ce qui a été suggéré ou soulevé comme pouvant être protecteur, il y a eu plein de choses au niveau de la formation, de la gestion, de la pratique, mais tout ce qui a été suggéré relevait d'une approche de soins centrés sur la famille et qui mise particulièrement sur la reconnaissance de l'expertise familiale, et aussi la place de la spiritualité dans ces approches soignantes-là qui étaient soulevées comme étant importantes. Et tout ce qui est soutien aux compétences infirmières en matière de soins oncologiques et palliatifs pédiatriques. Je veux porter à votre attention un verbatim qui témoigne vraiment bien de ces contextes d'éloignement-là. C'est une maman qui me disait, les gens disaient « Hey, c'est agréable, tu reviens pour une semaine chez toi. » Elle dit, j'étais tiraillée entre avoir le goût de revenir chez moi pour voir ma fille puis mes parents et le fait d'être obligée de m'éloigner du centre spécialisé et de l'expertise. C'est ce qu'elle me dit ici. Elle dit, quand je repartais pour le centre spécialisé, je pleurais tout le long. À l'inverse, donc
À l'aller, elle trouvait ça difficile de s'éloigner de l'expertise. Puis au retour, bien évidemment, elle pleurait aussi parce que là, elle avait vu un peu sa fille qui était restée avec son mari à la maison. Et puis elle dit, elle ne savait pas dans combien de temps exactement j'allais pouvoir la revoir. Là, tu sais. Puis elle dit, il fallait que mon conjoint s'occupe de tout. Donc, c'est un verbatim très riche qui permet d'attester de ça. Donc, en somme, suite à la première phase, il y a eu l'appui des données existantes, il y a eu aussi l'appui aux facteurs de protection de la théorie de Walsh. Il y a l'aspect, ce qui est nouveau, c'est qu'on a pu préciser les contextes qui rendent vulnérables ces familles-là, mais aussi les facteurs familiaux à mobiliser et les facteurs de risque environnementaux qui n'étaient pas décrits. Donc, c'est-à-dire ceux qui proviennent des soins, des services et dans la localité. Donc, ça a fourni les données pour procéder à la deuxième phase de développement qu'on a fait par l'entremise, je l'ai dit, du mapping d'intervention, mais de groupes de travail. On a eu, dans le fond, deux groupes de travail, un à Saguenay, un au Lac-Saint-Jean, qui étaient constitués de membres de famille, d'infirmières gestionnaires et d'une psychologue. Et on a eu donc 13 personnes participantes. On a fait 4 séances par groupe, donc de 2 heures chacune, pour arriver à vraiment bien, finalement, modéliser le problème de vulnérabilité de ces familles-là. Donc, on a pu vraiment faire un schéma avec tout le détail de qu'est-ce qui cause la vulnérabilité chez ces familles-là. Ensuite de ça, bien, on a dit, bien, le but, c'est de développer un programme qui va renforcer leur processus de résilience. Donc, on s'est fixé 11 objectifs familiaux, 4 objectifs au niveau des soins, puis on a regardé qu'est-ce que ça allait prendre comme outil, comme stratégie pour arriver à prévenir la vulnérabilité chez ces familles-là, vers le bien-être et la qualité de vie. Donc, on a tout modélisé ça. Donc, qu'est-ce que ça prend, quel objectif ça peut se fixer pour finalement, et quels résultats on souhaite. Donc, si vous voulez plus de détails, évidemment, je ne peux pas tout vous les présenter, mais je vous explique grosso modo comment on y est arrivé. Et donc, par la suite, il va falloir regarder s'il faut, on se fixe des objectifs dans notre programme, quelles stratégies seraient les meilleures? Fait que là, on a consulté les infirmières, les familles, pour atteindre les 11 objectifs suivants qu'on avait choisis ensemble, quelles seraient les meilleures stratégies, mais aussi, on est allé voir dans les écrits scientifiques pour chacun des objectifs tout ce qui avait déjà été entrepris et qui avait fait ses preuves au niveau scientifique. Et après ça, ça a permis de trouver 11 stratégies infirmières à mettre en place pour mieux soutenir le processus de résilience des familles. Il y en a 9 qui sont plus, je dirais, en soutien à ce processus-là, puis 2 qui sont plus des outils d'évaluation puis de suivi du processus de résilience. Donc, après ça, bien sûr, on s'est dit qui va faire quoi, quand et comment. Hein? Donc, s'il faut, exemple, avoir un guide familial à remettre aux familles, qui va le remettre, à quelle fréquence? On va assurer le suivi comment? Donc, pour chacun des outils, on a établi ça. Donc, les constats, suite à ça, c'est je dirais, c'est ce que je souhaitais partager avec vous également, au-delà des résultats. Donc, évidemment, cette étude-là permet d'attester que c'est vraiment une expérience qui est difficile, qui est traumatique, expérience familiale traumatique. Il y a plusieurs contextes. C'est une expérience qui est non seulement complexe, mais elle est multidimensionnelle. Elle touche toutes les sphères de la vie familiale, puis aussi chaque individu qui compose la famille. Donc, ça prend vraiment des approches écosystémiques et interdisciplinaires. Aussi, bien, on avait à évaluer, puis comment on peut évaluer les facteurs de risque puis les réduire, tout ça. Bien, cette étude-là a permis d'identifier c'est quoi qui peut porter atteinte qui peut rendre vulnérables ces familles-là. Puis ça a aussi permis de voir qu'est-ce qui les a aidés. Donc, ça peut être utilisé pour des stratégies pour les aider. Donc, et il y a eu tout aussi le soutien de la quête de sens qui a été soulevé, qui est propre au processus de résilience, mais aussi qui a fait ressortir cette étude-là, a fait ressortir l'importance de la dimension spirituelle dans cette expérience d'accompagnement-là.
Donc, c'est un processus de résilience qui est soutenu par un programme qui propose des outils cliniques concrets, autant familiaux qu'infirmiers. Hein, on a des choses à remettre aux familles, à travailler avec les familles, mais il y a des choses aussi au niveau de la formation des infirmières, la gestion des soins, l'organisation des soins qui sont proposés. Donc, ça fait des précieuses pistes pour l'élaboration de nouvelles normes et procédures dans les localités et ailleurs. Mais c'est aussi un programme qui est guidé par une approche centrée sur les personnes, sur les familles, sur leurs forces, et qui utilise une approche individualisée. On l'a vu tantôt, les valeurs, c'était de redonner du pouvoir, donc la notion d'empowerment, qui est en anglais. On reconnaît l'expertise familiale, on fait la promotion de leur santé et évidemment, on travaille à aider à donner un sens. Donc, les principales retombées pour la pratique, je viens de le dire, des interventions cliniques infirmières pertinentes, des approches théoriques aussi qui ont contribué à l'enrichissement de la pratique infirmière. Ça, c'est une retombée secondaire de cette étude-là, mais évidemment, comme j'avais une approche collaborative avec les membres, avec les infirmières du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elles ont connu l'approche de soins fondés sur les forces, puis ça faisait sens pour elles, et elles m'avaient même demandé, j'avais été approchée par la direction des soins infirmiers pour présenter cette approche-là et cette thèse-là, et ils ont adopté dans tout le CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean par la suite l'approche de soins fondés sur les forces comme culture de soins. Donc, c'est parce que vraiment, ça faisait sens aux soins chez nous. Et ça fait ressortir aussi cette thèse-là, l'importance aussi d'une approche interdisciplinaire, infirmière, mais aussi interdisciplinaire. Au niveau de la formation, ça propose des stratégies et des nouveaux savoirs qui vont permettre d'optimiser la formation des infirmières, autant les étudiantes que celles déjà en exercice, particulièrement dans les régions, mais aussi celles qui sont en milieu spécialisé. Évidemment, c'est une recherche, donc ça a des retombées sur les connaissances, mais ça vient confirmer la justesse de l'éclairage des modèles théoriques que j'ai utilisés. Et aussi, ça permet une ouverture à des futurs projets de recherche, dont l'implantation particulièrement et l'évaluation de ce programme-là. Comme je le disais, cette thèse peut servir de piste à l'élaboration de nouvelles normes visant l'amélioration de la trajectoire de soins des familles qui accompagnent un enfant atteint de cancer en contexte d'éloignement. Et les approches théoriques centrées sur les forces peuvent servir de cadre aussi pour améliorer la gestion des soins centrés sur la famille. Donc, au niveau de la politique et gestion, c'est fort intéressant. Il y a des limites à cette étude-là, évidemment, donc l'homogénéité de la population étudiée, le volontariat des familles à participer. Il y a aussi un biais de mémoire pour les familles participantes du groupe A, bien que j'avais du groupe B, c'est-à-dire qu'il y avait accompagné dans le passé l'enfant atteint de cancer. Il faut se rappeler quand même qu'il y avait aussi les familles qui accompagnaient actuellement l'enfant. Et le programme développé n'a pas fait l'objet d'un pré-test ni d'une implantation, là, mais ça va être à venir. Mais c'est une limite de cette étude-là. Alors, en conclusion, la résilience, c'est vraiment l'art de maîtriser les possibles. Comme le dirait Frommawash, c'est une citation de Frommawash, l'auteur de la théorie sur laquelle j'ai appuyé mes travaux. Comme moi, j'ajoute quand tout semble impossible. Donc, moi, je trouve que c'est de tenter de faire le maximum avec les ressources dont on dispose. Alors, voilà. Merci de votre attention. Je vous laisse aussi avec, s'il y a des gens qui souhaitent me joindre, voilà mon adresse courriel.